Pour préparer mon intervention dans cet échange international, je me suis d'abord demandé quels points communs existaient entre des personnes aux conditions économiques, culturelles et climatiques aussi différenciées que les nôtres. Puis, considérant le thème d'aujourd'hui, avantages et défis de l'intelligence artificielle dans la communication, j'ai orienté le propos en considérant qu'il convient de ne pas autonomiser l'approche rationnelle numérique de la question de l'amélioration de l'existence humaine au sein du monde avec lequel elle coexiste. C'est à l'appui de ces arguments que j'ai décidé de vous exposer en quoi le paradigme anthroposémiotique de l'homme-trace peut mettre au service de l'éthique et de se prendre comme terrain d'application le système numérique de santé. Slide suivante. Suivant. Objectif de la présentation, c'était juste avant, vers une éthique anthropologique, les technologies au service de l'humain et non pas l'humain au service des technologies. Slide suivante. Cadre théorique. La fragmentation qui règne aujourd'hui en anthropologie donne l'opportunité de s'affranchir des cloisonnements des disciplines et de définir d'autres formes d'anthropologie. C'est ainsi que j'en suis venue à proposer le paradigme anthroposémiotique de l'homme-trace, human trace. L'anthropologie se distingue maintenant nettement de l'ethnologie. L'ethnologie étudie les relations des groupes et des ethnies en prenant en compte les contextes historiquement et spatialement situés. L'anthropologue s'appuie sur ce qui est commun à ces groupes pour penser la condition humaine. Slide suivante. Aujourd'hui, une condition de vie s'étend au planétaire. Même si on se trouve au fond de l'Amazonie, il y a une série de médiations, numériques en particulier, et de relais qui font référence à la situation globale de la planète. Le non-lieu, selon la terminologie de l'anthropologue Marc Auger, le non-lieu du numérique s'insinue partout. Il doit être soumis à une analyse critique des déliaisons, selon le terme de Louise Meursault, qu'il effectue en termes de production et d'interprétation, qui, elles, sont situées, ce qui sera la présentation du paradigme de l'homme-trace. Suivant. Si notre approche en anthroposémiotique élargit les recherches en anthropologie en intégrant de nouvelles disciplines, elle n'ignore pas pour autant les anciens. Parmi eux, deux philosophes français internationalement connus sous-tendent la présentation d'aujourd'hui. Jacques Derrida, avec la grammatologie, pour son analyse de la notion de trace appliquée à l'écriture, que nous pouvons transposer aux problématiques issues de l'écriture numérique. Pierre Bourdieu, pour l'intégration du temps dans ses analyses, qu'il appelle habitus, et pour son approche relationnelle et systémique des relations. Suite. Pour notre part, nous nous inscrivons dans une anthropologie moderne qui prend en compte la modification du rapport entre l'humain et le monde, suivant en cela Philippe Descola, connu pour son ouvrage « Par-delà nature et culture ». Cette approche correspond à un tournant anthropologique en ce qu'il vise le passage d'une analyse locale, l'anthropologie classique, à une anthropologie qui prend en compte la globalisation de l'espace sémiotique des humains via l'évolution des techniques. C'est ce qui nous a conduit au choix d'une anthroposémiotique qui étudie la signification que l'humain donne à son contexte de vie à partir d'une notion transversale qui participe à la coévolution du monde et de l'humain, la notion de trace.
Nous concluons donc ce paragraphe de positionnement théorique en indiquant que le paradigme de l'homme-trace correspond à des sciences de l'information et de la communication, notre discipline administrative d'appartenance, qui intègre l'interdiscipline via une approche anthroposémiotique. Sommaire. Après cette introduction, nous allons voir le paradigme de l'homme-trace sur les épaules de l'anthropologie, puis les définitions associées au paradigme anthropologique de l'homme-trace. Nous ferons ensuite un zoom sur le rôle des hommes-traces dans les rouages de l'écosystème numérique. Nous étudierons ensuite les différences humains-robots. Enfin, l'interaction entre anthropogénèse et technogénèse. En conclusion, nous insisterons sur la dimension éthique des choix humains. Le paradigme de l'homme-trace, que nous appelons aussi l'Ichnos anthropos, inclut l'ensemble de l'espèce humaine. L'homme-trace est conçu comme porteur en lui des traces de l'histoire, non seulement celles de l'humanité, mais aussi celles du vivant, de la Terre, du monde et du cosmos. Le paradigme de l'homme-trace inclut également les Homo sapiens d'aujourd'hui, ainsi que ceux qui l'ont précédé, et comme ceux qui restent à découvrir. Les êtres humains de demain, qui voyageant dans l'espace verront leur corps trace changer en raison des interactions avec un milieu différent de celui qu'ils connaissent aujourd'hui. Venons-en aux définitions. Le corps trace. L'homme n'a pas un corps, il est son corps, compris comme un corps non coupé de l'esprit. Ce corps, appelé corps trace, intègre les conséquences traces, selon ma terminologie, de ses interactions avec le milieu. Ces interactions fonctionnant en boucle de rétroaction qui se combinent les unes avec les autres. Nous considérons que le milieu est un espace à l'intérieur duquel les conditions de vie sont déterminées en permanence et générées réciproquement dans un flux de relations qui lie inséparablement les sujets aux objets et ceux-ci également les uns aux autres. Dans le graphe suivant, nous voyons en haut deux corps traces en contexte avec pour conséquence leur point de vue différencié, dénommé punctum, selon la terminologie de Roland Barthes. En bas, le graphe visualise la différence de construction des corps traces. Nous y reviendrons plus loin. Le terme homme-trace désigne une approche de la condition humaine en tant qu'individu vivant dans un ensemble d'interactions multi-échelles qui font de lui non seulement un producteur de traces, ses actions produisent des conséquences traces sur l'environnement, mais aussi un construit de traces, des signes-traces. Lorsque nous utilisons le terme signe-trace sur la figure, vous le voyez en bas, nous nous plaçons dans un contexte anthropocentré, où la trace préexistante dans le réel devient une réalité perçue par les humains. La partie haute de la figure fait référence au fait qu'il existe des signes que l'humain a appris à interpréter dans le cadre de sa culture. L'école et la société en général jouent un rôle essentiel dans ces acquisitions apprentissage qui relient un signe symbolique et sa signification. La partie centrale de la figure rappelle l'influence des techniques non seulement en tant que facteur de perception du réel, mais aussi en tant que jouant un rôle dans l'évolution du corps trace. La partie basse de la figure fait référence au fait que les émotions, les affects jouent leur rôle dans la médiation du réel
effectuées par chaque individu. Le graphe ci-joint vise à montrer que l'immersion d'un signe et de sa signification pour un individu, situé dans le temps et l'espace, provient d'un processus dynamique de conséquences-traces incorporées différemment dans chaque homme-trace. Nous proposons qu'à chaque fois que l'on veut signifier la différence interprétative d'un signe provenant d'un corps-trace qui ouvre l'apparaître et la signification, le signe porte le nom de signe-trace. L'émergence d'un signe-trace s'applique en tout temps et pour toutes les relations entre un individu, autrement dit un corps-trace, un homme-trace et la réalité perçue. En anthropologie, nous parlons d'expression sémiotique incarnée qui cherche à mettre l'accent sur le fait que le sens humain attribue aux choses qu'ils perçoivent, les signes-traces d'une réalité construite dépendent de leur corps, appelé corps-trace, un corps qui est un organisme vivant dans lequel de nombreux systèmes s'entremêlent et contribuent à la perception des sens d'une réalité, à sa compréhension et à l'interprétation de sa signification. Dans le graphe suivant, on applique le système d'interprétation des signes-traces à la situation de la pandémie que nous connaissons actuellement. Et nous voyons qu'à partir de ce graphe, les conséquences traces de la pandémie s'incorporent différemment pour chaque homme-trace. Venons-en à un zoom sur la partie du rôle du corps-trace dans les rouages de l'écosystème numérique. Les programmeurs sont des hommes-traces comme tous les autres êtres humains. Leurs actes sont les conséquences-traces de leur point de vue. Le point de départ de cette vigilance est préoccupante. Le type d'information que les humains fournissent initialement à la machine doit être sans arrêt vérifié. Avant de se méfier de la machine, les humains devraient d'abord se poser la question de leur propre comportement et concentrer leur attention sur les risques d'erreur qu'ils ont introduits quand ils ont collecté les éléments d'information à fournir à la machine. Dans le graphe suivant, on voit l'exemple de biais cumulatifs circulant dans le système de santé. Notez la figuration des hommes-traces penchés sur la machine. Notez au centre les biais liés aux 3 strates associées à l'écriture numérique. Ce que la machine écrit, c'est-à-dire le codage en bits, ce que le programmeur écrit, la lecture et l'utilisation du résultat. Les êtres humains utilisant ces machines feraient bien de se souvenir que les nouvelles techniques ne sont pas une garantie contre les erreurs d'interprétation. La confrontation humain-robot. Cette figure montre les différences de conséquences-traces dans la construction du corps de l'humain et celle du robot. Indépendamment de leur performance et de leur apparence, les machines auto-apprenantes diffèrent fondamentalement des humains et de toutes les espèces vivantes, en ce sens qu'elles ne sentent pas les choses dans leur chair, mais traitent logiquement des données. Même s'ils semblent raisonner comme un écho au comportement humain, ils ne ressentent pas d'empathie. Ils ne peuvent qu'imiter les signes-traces d'un corps vivant émis par les hommes-traces. Pour ce faire, les machines apprenantes activent un logiciel qui traite les informations reçues. Regardons la photo médecin-patient. Pour les médecins,
Trier les traces signifie avant tout opérer une discrétisation de ce qui peut être considéré comme le symptôme et le reste du corps. La différence entre deux médecins réside dans leur capacité à capter une partie du corps observé en l'instituant comme un signe-trace pertinent à capter dans le contexte. L'intuition, associée à l'expérience du médecin et plus généralement à la pleine capacité de son corps-trace, complète utilement son approche rationnelle. Notons que les êtres humains sont parfaitement capables de faire couler des larmes sur leur visage pour répondre au rôle d'un personnage dans une pièce de théâtre. Cependant, il existe une différence fondamentale entre la simulation des larmes d'un être humain et celle d'un robot. Un être humain est littéralement incarné dans un corps trace, incarné, chair, inscrit dans une histoire du vivant, dans un temps et un espace donné, tandis qu'un robot a un corps trace composé d'artefacts évoluant avec les techniques de construction de machines binaires basées sur des règles. La photo de Sophia, humanoïde bien connue. Le robot humanoïde vise à répliquer les concepts développés dans le paradigme de l'homme trace qui, comme nous l'avons vu précédemment, s'appuie sur une épistémologie constructiviste basée sur les interactions corps-milieu. Sur cette base, nous comprenons que ce type de robot est capable de découvrir son environnement à partir d'un corps trace activé par les interactions corps-milieu. Mais, comme c'est le cas avec les humains, le robot ne peut pas connaître la réalité en soi. Le robot n'est pas un être humain, il n'en sera jamais un. Même si le corps du robot humanoïde pourrait éventuellement devenir aussi complexe que celui de l'humain, il n'aura jamais la même histoire. L'intelligence artificielle a été conçue initialement par les humains et non l'inverse. Si nous adoptons la définition de l'éthique de Spinoza, je cite, qui vit sous la direction de la raison, désire aussi pour les autres le bien qu'ils s'apprêtent. Il faut alors se demander ce que signifie prendre en commun les autres et le bien commun dans le contexte international de l'intelligence artificielle et du numérique, car le bien commun n'y est pas conçu de la même manière selon les points de la planète. Soulignons l'impossible séparation entre anthropogénèse et technogénèse. La figure de l'homme trace a été illustrée tout au long de l'histoire de l'humanité. Si l'on considère Homo erectus, l'espèce a laissé des traces dans la façon dont elle occupait les territoires. Homo erectus adaptait les hommes pour dormir, pour les repas, etc. et avait un meilleur contrôle pour travailler la pierre que ses prédécesseurs Homo habilis et Homo ergaster. Lorsque les humains ont produit des outils radicalement différents, les paléontologues les ont appelés Homo sapiens. La découverte des corps permet d'observer que le corps changeait à chaque période. Le corps est devenu plus grand et avait une position plus droite. Les proportions de l'encéphale ont changé à mesure que les outils devenaient plus complexes. Une observation qui tend à renforcer la relation systémique existant entre la production de traces externes, ici la technologie, et la production de traces internes, ici l'activation toujours croissante des connexions neuronales. Prenons la photo du cerveau. Le paradigme a été illustré, de l'homme trace a été illustré à travers l'histoire, à travers l'évolution du cerveau qui est en interaction avec le contexte, comme nous venons de l'indiquer. Venons-en aux interactions humain-robot. Comme le montre la image de Gerd Hartmann, les interactions robot-humain
ont un impact sur l'évolution de l'un et de l'autre. L'homme trace évolue avec le milieu avec lequel il interagit. Le robot également. Donc l'un et l'autre vont évoluer. Dans cette image, la figure présente l'intégration des interactions homme-robot sur le corps trace d'un homme trace. En conclusion, les outils les plus récents exploitent la calculabilité des systèmes informatiques. Comme ceux qui les ont précédés, ces outils, car il s'agit toujours d'outils, permettent de faire évoluer les pratiques humaines, les représentations du monde, les schémas cognitifs et l'ensemble de ce que nous appelons le corps trace. Comprendre les influences des outils dans l'évolution de l'Ichnos anthropos, homme trace, est essentiel. Cette évolution implique une approche réflexive, d'abord et avant tout, à propos de la manière dont le comportement contemporain produit au quotidien des conséquences traces qui construisent la société demain, et ensuite à propos de la place que l'éthique occupe dans les choix faits. Aujourd'hui, l'histoire de l'Ichnos anthropos, l'homme trace, suit son cours au fil des jours. Il est en constante évolution. Ce qui relie une personne d'aujourd'hui au passé de l'humanité reste présent dans l'homme trace de demain. Le corps trace de l'homme trace continuera d'évoluer avec le milieu dans lequel vivront les êtres humains de demain. La conscience critique de notre condition en tant qu'Ichnos anthropos peut affecter notre perception des conséquences de notre relation avec l'environnement, d'où l'importance de cette prise de conscience. Les humains sont devenus plus sensibles à la valeur de concevoir le rôle de la trace dans le développement durable, non seulement pour l'humanité, mais aussi pour leur planète Terre, dans le cosmos, d'où l'intérêt d'enseigner le paradigme de l'homme trace dans les écoles, et cela dès le plus jeune âge, en le simplifiant, bien entendu. Merci pour votre attention.